et des images qui ne s'effacent jamais de la mémoire collective. Paris, un matin d'avril 1975. Un corps gît sur le trottoir, brisé par la chute, entouré d'un silence glaçant. Les passants s'arrêtent, incrédules. Quelques minutes plus tôt, derrière une fenêtre du 6e étage d'un immeuble de la rue Erlanger, un chanteur adulé par des millions de fans venait de franchir l'ultime frontière. Mike Brandt, à peine 28 ans, venait de mettre fin à ses jours, laissant derrière lui un vide assourdissant. Ce geste brutal, incompréhensible pour certains, inévitable pour d'autres, pose une question lancinante. Comment un artiste au sommet de sa gloire, un homme dont les chansons faisaient vibrer la France entière, a-t-il pu sombrer dans une détresse si profonde qu'il choisit le silence éternel? Depuis des années déjà, des signes existaient. Mike Brandt souriait sur scène, mais ses yeux trahissaient une fragilité immense. Les médias parlaient de succès, de triomphe, de disques vendus par millions, mais eux n'entendaient pas le cri étouffé derrière les projecteurs. Un cri d'angoisse, de solitude, d'épuisement. Un cri que personne ne voulait vraiment écouter. Le 25 avril 1975, ce cri s'est transformé en chute libre. Non pas simplement un corps qui tombe, mais toute une légende qui s'éteint, brutalement. Ce n'est pas seulement un chanteur qui disparaît, c'est un mythe naissant, emporté trop tôt, écrasé par le poids d'une gloire arrivée trop vite, trop fort. Et c'est là tout le paradoxe. Mike Brandt incarnait la vitalité, la passion, l'amour, à travers ses chansons comme « Laisse-moi t'aimer » ou « Qui saura ». Sa voix, puissante et chaleureuse, avait conquis les foules. Mais derrière ce timbre lumineux se cachait un homme accablé, un survivant d'une histoire familiale marquée par la douleur, un jeune homme happé par une industrie du spectacle qui ne pardonne aucune faiblesse. Alors, que s'est-il vraiment passé ce matin-là? Était-ce un choix délibéré, fruit d'une longue descente dans les abysses de la dépression? Était-ce le résultat d'une succession de blessures invisibles, d'un trop-plein de solitude et de pressions insoutenables? Ou bien reste-t-il encore des zones d'ombre, des secrets murmurés dans les coulisses d'une époque révolue? 48 ans plus tard, la question demeure, et c'est à travers ce récit que nous allons tenter de comprendre non seulement l'instant tragique, mais aussi la trajectoire fulgurante, lumineuse et terriblement fragile d'un artiste que la gloire a consumé. Pour comprendre la fin tragique de Mike Brandt, il faut d'abord se plonger dans ses origines, dans ce terreau d'ombre et de lumière qui a façonné son destin. Né le 1 février 1947 à Famagoust, à Chypre, sous le nom de Moshe Michael Brand, il est le fils de survivants de la Shoah. Sa mère, Bronia, avait connu l'enfer des camps de concentration. Son père, originaire de Pologne, portait lui aussi les cicatrices d'une histoire marquée par l'exil et la persécution. Dans cette famille rescapée de l'horreur, la vie était une lutte quotidienne, mais aussi une quête acharnée d'avenir. Très jeune, Moshe se distingue par une voix singulière. À Haïfa, où la famille s'installe en Israël, l'adolescent timide trouve dans le chant une échappatoire. Sa voix puissante, chaude, aux accents profonds, attire rapidement l'attention. Il chante dans des clubs, participe à des concours locaux et découvre très tôt que le chant n'est pas seulement un talent, c'est un refuge, une manière de tenir les ténèbres à distance. Dans les années 1960, il rejoint le groupe Les Chocolates et commence à parcourir le monde, notamment l'Iran, où il se produit dans des hôtels de luxe fréquentés par l'élite de Téhéran. C'est là qu'il rencontre Sylvie Vartan, grande vedette française, qui le remarque et l'encourage à tenter sa chance en Europe. Un conseil qui allait changer sa vie. En 1969, il débarque à Paris, sans un sou, parlant à peine le français, mais avec une ambition ardente. Il choisit alors le nom de scène Mike Brandt, plus facile à retenir, plus international. Dès ses débuts, il impressionne par cette capacité rare, chanter en français avec une intensité émotionnelle qui dépasse les mots. Sa première chanson, « Laisse-moi t'aimer », sort en 1970 et devient un succès foudroyant. Du jour au lendemain, Mike Brandt passe de l'anonymat à la célébrité. Mais cette ascension vertigineuse a un prix. Paris des années 70, en pleine effervescence musicale, est une jungle. Les producteurs flairent le filon, les médias s'emballent et le public en redemande. À seulement 23 ans, Mike enregistre des tubes à la chaîne, remplit des salles, enchaîne les plateaux télé. On le compare à Tom Jones, à Engelbert Humperdinck. En réalité, il devient l'incarnation d'une nouvelle idole romantique, la voix étrangère qui a su séduire le cœur français. Pourtant, derrière le vernis, l'homme reste fragile.
L'enfant d'après-guerre, marqué par les traumatismes familiaux, ne se sent jamais vraiment chez lui. En Israël, il était trop tourné vers l'Occident. En France, il reste l'étranger. Ce décalage identitaire nourrit une solitude profonde. Même au milieu des foules en délire, Mike Brandt ressent souvent le vertige du déracinement. C'est cette dualité entre lumière et ténèbres, succès et vulnérabilité qui va devenir le fil rouge de son existence. Une vie qui, dès ses premières heures de gloire, semblait déjà tendre vers un destin tragique. Le destin de Mike Brandt est celui d'un météore. Une ascension fulgurante, une lumière aveuglante, puis une chute brutale. En à peine 5 ans de carrière, il est devenu l'une des plus grandes idoles de la chanson française des années 1970. Ses disques se vendaient par millions, ses concerts faisaient salle comble, et sa voix chaude et puissante résonnait dans les foyers de toute la France. Mais derrière le rideau de la gloire, une réalité bien plus sombre se dessinait. Dès ses premiers pas à Paris, en 1969, Mike étonne. Il ne parle presque pas un mot de français, mais il chante dans cette langue avec une intensité bouleversante. Quand il sort « Laisse-moi t'aimer » en 1970, le public est conquis. La chanson devient un succès instantané, propulsant ce jeune inconnu d'origine israélienne au rang de vedette internationale. Très vite, les hits s'enchaînent. Qui saura ? C'est ma prière, rien qu'une larme dans tes yeux. En quelques mois, Mike Brandt devient la nouvelle idole romantique, le chanteur qui fait vibrer les cœurs et incarne la passion. Son charme mystérieux, ses yeux mélancoliques et son sourire fragile séduisent un public majoritairement féminin. Dans les galas, les fans se pressent, hurlent, pleurent, parfois même s'évanouissent. À la télévision, il devient un invité incontournable. La presse le surnomme le Tom Jones israélien, certains le comparant à Engelbert Humperdinck, mais au fond, Mike a déjà trouvé sa place singulière. Il est Mike Brandt, et lui seul. Pourtant, ce succès vertigineux cache un coup. Derrière la caméra et les flashs des photographes, Mike est un homme profondément réservé, presque timide. Le système du show business, avec ses exigences implacables, le broie peu à peu. Ses producteurs imposent un rythme infernal, des tournées interminables à travers la France et l'Europe, des séances d'enregistrement marathon, des interviews sans fin. L'artiste chante, sourit, enchaîne les apparitions, mais il se vide intérieurement. À seulement 23 ans, il vit déjà à 100 à l'heure. Les nuits sont courtes, les voyages incessants. Il dort dans les hôtels, mange à la hâte, n'a presque pas de vie privée. La solitude s'installe, malgré les foules qui l'acclament. Il se confie rarement, mais ses proches remarquent ses insomnies, ses moments d'angoisse, ses silences de plus en plus pesants. Le trac, loin de disparaître, s'amplifie. Avant de monter sur scène, il tremble parfois, comme si chaque performance était une épreuve insurmontable. Mike Brandt est hypersensible, trop peu. Être pour un milieu où il faut savoir se protéger, se durcir. Il absorbe les émotions, les attentes, les pressions, jusqu'à l'épuisement. Ses chansons d'amour, qu'il interprète avec intensité, semblent refléter son propre besoin de réconfort, son désir d'être aimé au-delà des applaudissements. « Laisse-moi t'aimer » n'était pas seulement une déclaration musicale, c'était un cri du cœur, un appel au secours voilé. L'année 1974 marque un tournant dramatique. En novembre, à Genève, Mike est au bord de la rupture. Fatigué, psychologiquement fragilisé, il saute du 6e étage d'un hôtel. Contre toute attente, il survit à cette chute, mais reste hospitalisé plusieurs semaines. L'épisode est qualifié de tentative de suicide par les médecins, mais Mike lui-même, gêné, parle d'un accident. Le doute s'installe, ses proches savent pourtant que quelque chose s'est brisé. Après cet incident, son entourage tente de le protéger. On réduit ses engagements, on parle de repos. Mais le système ne s'arrête pas. Le public réclame son idole, les producteurs insistent, les médias guettent son retour. Mike se retrouve dans un engrenage dont il ne peut plus sortir. Reprendre, c'est risquer de retomber dans le même piège. Refuser, c'est courir le danger d'être oublié. Dans les deux cas, l'issue est douloureuse. L'homme qui faisait rêver des millions de personnes était en réalité prisonnier de sa propre gloire. Il était seul, profondément seul, malgré les projecteurs braqués sur lui. Et plus son étoile brillait, plus l'ombre grandissait autour de lui. L'épisode de Genève sonnait comme un avertissement, une répétition tragique de ce qui allait suivre. Le destin de Mike Brandt semblait désormais scellé. Un artiste dévoré par son succès,
happé par une industrie sans pitié et incapable de trouver un équilibre entre l'homme et la légende. Ce qui devait être l'apogée de sa carrière n'était en réalité que la lente préparation d'un drame annoncé. Le 25 avril 1975, Paris se réveille avec une nouvelle qui glace le sang. Au petit matin, dans la rue Erlanger, dans le 6 arrondissement, le corps de Mike Brandt est retrouvé sur le trottoir. Il vient de sauter par la fenêtre du 6e étage de l'appartement où il résidait, chez son impresario. La France entière est sous le choc. Celui qui, la veille encore, incarnait la jeunesse, l'amour et l'énergie, s'est éteint d'un geste brutal. Pourtant, cette fin tragique n'est pas survenue sans signe avant-coureur. Quelques mois plus tôt, à Genève, Mike avait déjà tenté de se donner la mort en se jetant du 6e étage d'un hôtel. Il avait survécu par miracle, mais son entourage savait qu'il portait en lui une fragilité inquiétante. Depuis longtemps, il souffrait de dépression, de solitude et d'un sentiment d'isolement insurmontable, malgré l'adoration du public. Les dernières semaines de sa vie sont marquées par un mélange d'espoir et de désespoir. D'un côté, Mike prépare un nouvel album, parle de projets, de concerts à venir. Ses producteurs veulent relancer sa carrière après sa convalescence. De l'autre, ses amis remarquent un homme fatigué, nerveux, obsédé par l'idée qu'il ne pourra jamais tenir le rythme que l'industrie exige de lui. Derrière son sourire, il y a la peur, l'angoisse et un profond désarroi. Le matin du 25 avril, tout bascule. Vers 10 heures, Mike se lève, discute brièvement avec des proches, puis s'isole dans sa chambre. Quelques instants plus tard, il ouvre la fenêtre et saute dans le vide. Aucun mot, aucune explication. Son geste est silencieux, mais d'une violence inouïe. On retrouve dans ses affaires des lettres empreintes de désespoir, où il confie son incapacité à continuer, son sentiment d'être prisonnier d'une vie qui ne lui appartient plus. Ses écrits révèlent une douleur intime, une angoisse profonde que ni la gloire, ni l'argent, ni l'amour du public n'ont pu apaiser. La nouvelle de sa mort se répand comme une traînée de poudre. Les radios interrompent leur programme pour annoncer la tragédie. Les fans affluent devant l'immeuble, en larmes, incapables de comprendre. Comment un artiste aussi adulé, au sommet de sa gloire, a-t-il pu choisir une fin aussi radicale? Les rumeurs commencent à circuler. Certains parlent de complot, d'un drame caché. D'autres affirment qu'il avait des dettes ou qu'il subissait des pressions de son entourage professionnel. Mais la vérité la plus simple et la plus cruelle reste celle-ci. Mike Brandt était un homme dévoré par ses démons intérieurs. La dépression, amplifiée par une notoriété écrasante, l'a conduit à ce geste ultime. Ce qui rend ce drame encore plus bouleversant, c'est la jeunesse de Mike, 28 ans à peine. Il avait encore tant de choses à vivre, tant de chansons à chanter. Sa voix, capable de faire vibrer les foules, s'est tue dans un silence assourdissant. L'image de son corps inanimé sur le trottoir parisien reste gravée comme un symbole cruel, celui d'un artiste brisé par le poids de son succès. Ce 25 avril 1975 Newton est pas seulement le jour où la France a perdu un chanteur. C'est aussi le jour où le pays a pris conscience du revers du décor, de cette face cachée de la célébrité qui détruit ceux qui n'arrivent pas à en supporter le fardeau. Mike Brandt n'était pas seulement une star, il était un être humain fragile, pris au piège entre l'amour de millions de fans et le vide intérieur qui le rongeait. Le silence qui a suivi son saut du 6e étage a résonné bien plus fort que toutes ses chansons. Il est devenu le symbole d'un cri étouffé, celui d'une génération d'artistes enfermés dans l'engrenage impitoyable de la gloire. La mort de Mike Brandt, au-delà de l'émotion immédiate, soulève une question essentielle. Qu'est-ce qui conduit un artiste, aimé de tous, comblé de succès, à choisir de quitter ce monde de manière aussi radicale? Était-il seulement la victime de sa propre fragilité psychologique, ou bien un pion sacrifié par une industrie culturelle incapable d'humanité? À travers le destin de Mike Brandt se dessine une réflexion plus large sur la condition des artistes dans les années 1970 et, par extension, sur celle de toute célébrité confrontée à une gloire soudaine. On pourrait croire que la célébrité est une bénédiction, mais dans bien des cas, elle s'apparente à une prison dorée. Mike, en arrivant à Paris, ne possédait rien, ni argent, ni contact, ni même la langue. En quelques mois, il s'est retrouvé au sommet. Ce basculement fulgurant, qui aurait dû être un rêve, s'est révélé être un piège. La machine médiatique et commerciale s'est emparée de lui. Les producteurs ont vu dans ce jeune homme, au charisme fragile, une opportunité unique.
On lui a imposé un rythme effréné, une image figée de séducteur romantique. Mais derrière cette façade, il n'y avait pas de temps pour l'homme, seulement pour l'icône. Le système, obsédé par le rendement et les chiffres de vente, n'a pas su, ou pas voulu, voir la souffrance. Certains diront que Mike portait déjà en lui une prédisposition à la mélancolie, héritée de l'histoire tragique de sa famille marquée par la Shoah. D'autres insisteront sur sa sensibilité excessive, sur son incapacité à s'endurcir face aux exigences du métier. Mais réduire son destin à une fragilité individuelle serait trop simpliste. La vérité, c'est que son entourage professionnel n'a pas su entendre son cri, et qu'une société fascinée par le mythe de la star a fermé les yeux. Le cas de Mike Brandt interroge aussi la responsabilité du public. Les fans réclamaient toujours plus de chansons, de concerts, d'apparitions. Leur amour, bien que sincère, s'est transformé en pression. Ils voulaient l'idole, mais rarement l'homme. Combien, parmi ceux qui pleuraient devant l'immeuble de la rue Erlanger, avaient perçu le désespoir derrière ses yeux? En réalité, Mike Brandt illustre une contradiction qui perdure encore aujourd'hui. Nous voulons des artistes intenses, passionnés, capables de nous émouvoir, mais nous oublions souvent que cette intensité a un prix. Derrière chaque voix qui nous bouleverse se cache un être humain avec ses failles. Et lorsque ces failles sont ignorées, le risque est immense. La chaîne ne prétend pas apporter une vérité définitive. Nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui s'est passé dans l'esprit de Mike ce matin d'avril 1975. Mais nous pouvons poser la question. Son destin aurait-il pu être différent si le monde autour de lui avait été plus à l'écoute, si ses producteurs avaient privilégié l'homme à la star, si le public avait accepté ses silences autant que ses chansons? Mike Brandt est devenu, malgré lui, le symbole d'une génération d'artistes brisés par le système. Son saut du 6e étage n'est pas seulement un drame personnel, il est aussi le reflet d'une société qui consomme ses idoles jusqu'à les détruire. Et aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, cette histoire résonne toujours, parce que d'autres, après lui, ont connu le même sort, parce que le mécanisme, sous des formes différentes, reste le même. Et parce que la question demeure, combien de Mike Brandt faudra-t-il encore perdre avant que nous apprenions à protéger ceux que nous admirons? Presque 50 ans ont passé depuis ce matin tragique d'avril 1975, et pourtant, le nom de Mike Brandt continue de résonner. Bien qu'il ait quitté ce monde à seulement 28 ans, il a laissé derrière lui une empreinte indélébile. Ses chansons, empreintes de passion et de fragilité, sont devenues des classiques de la variété française. Laisse-moi t'aimer, Qui saura, C'est ma prière, autant de titres qui traversent le temps et rappellent à chaque écoute la voix unique qui les a portés. La disparition de Mike a été un choc collectif, mais elle a aussi ouvert les yeux sur une réalité trop souvent occultée, celle de la souffrance des artistes derrière le rideau. Son histoire n'est pas seulement celle d'un chanteur, elle est devenue un symbole, presque un avertissement. Elle nous rappelle que la gloire, si éblouissante soit-elle, peut se transformer en poison lorsqu'elle ne laisse aucune place à l'être humain. Ce qui frappe encore aujourd'hui, c'est la modernité de son destin. À l'ère des réseaux sociaux, où la célébrité peut naître en un instant et dévorer une vie entière, l'exemple de Mike Brandt paraît prophétique. Il incarne la fragilité des idoles, la violence d'un système qui exige toujours plus et le prix à payer pour être aimé de tous. Son saut du 6e étage, silencieux et brutal, reste une métaphore cruelle, celle d'un artiste que l'on a laissé tomber, littéralement et symboliquement. Mais au-delà de la tragédie, demeure l'héritage. Car Mike Brandt n'est pas seulement mort ce 25 avril 1975, il vit encore dans la mémoire de ceux qui l'ont écouté, aimé, admiré. Ses disques continuent de se vendre, ses chansons de passer à la radio, et chaque nouvelle génération redécouvre cette voix venue d'ailleurs, à la fois puissante et blessée. Sa famille et ses proches ont souvent répété que Mike voulait avant tout transmettre de l'amour, qu'il chantait pour combler un vide, pour offrir aux autres ce qu'il n'arrivait pas à trouver pour lui-même. Et c'est peu être là la clé de son héritage, un artiste qui a donné tout ce qu'il avait, jusqu'à se consumer lui-même, laissant au monde une trace lumineuse, malgré la noirceur de sa fin. Aujourd'hui, en se souvenant de lui, nous ne devons pas seulement pleurer l'homme disparu trop tôt. Nous devons aussi réfléchir à ce que son histoire nous enseigne. Qu'un sourire sur scène ne signifie pas l'absence de douleur. Qu'un succès fulgurant peut cacher une solitude abyssale. Qu'un artiste, aussi adulé soit-il, reste un être humain fragile. En refermant ce récit, une évidence s'impose.
Mike Brandt est parti, mais il n'a jamais cessé de chanter. Sa voix, figée dans le temps, continue de dire ce qu'il n'a jamais pu exprimer pleinement, le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé. Et être que, quelque part, c'est là sa plus grande victoire. Car si la mort a mis fin à sa vie, elle n'a pas effacé son message. Mike Brandt est devenu une légende, non pas seulement parce qu'il a chuté, mais parce qu'il a laissé derrière lui une vérité universelle. L'amour, la gloire, la souffrance et la mémoire sont intimement liés. Il y a des histoires qui ne s'éteignent jamais. Celle de Mike Brandt en fait partie. Elle nous rappelle à quel point la frontière entre la lumière et l'ombre est fragile. Et elle nous laisse avec une certitude douce amère. Derrière chaque étoile qui brille trop fort, il y a toujours une part d'obscurité. Car il existe des histoires qui n'ont jamais été racontées. Maintenant, vous savez.